Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes, pour la quatrième partie de cette expli partie où on découvre les règles petit à petit en avançant dans un run. On s'est quitté la dernière fois alors que nous devions passer niveau 3, ce qu'on va faire tout de suite. Mais avant tout, comme je vous avais dit la dernière fois, normalement je devais m'ajouter 13 néodollars, ce que j'ai oublié de faire, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, à 48 néodollars, un peu plus confortable pour faire des achats plus tard. Donc voilà notre passage niveau 3. Comment ça va se passer? On va d'abord aller faire un petit tour dans le livre de règles. Je sors de là d'abord. Voilà, en page 37, on vous explique comment évolue votre personnage. Donc ici, un bon petit résumé encadré en rouge. Donc ici, nous sommes bien à un niveau impair. Et qu'est-ce que ça nous dit? On va gagner une compétence. Ça, on va aller le faire après, quand on va revenir sur notre fiche. Ensuite, comme je vous ai dit, à chaque niveau, on gagne des points de vie. Donc, du niveau 1 à 5, à chaque niveau qu'on gagne, on gagne un point de vie. Du niveau 6 à 10, 2 points de vie par niveau. 11 à 15, 3 points de vie par niveau. Et de 16 à 20, 4 points de vie par niveau. Donc ici, on sera limité au niveau 20, mais je vous rassure, pour l'instant, je ne suis jamais arrivé à de telles hauteurs. Donc, je rappelle aussi qu'on a ici sur la gauche donc, le tableau des niveaux avec les XP qu'il faut atteindre pour pouvoir monter à ces différents niveaux. Donc nous ici, on vient d'atteindre, je pense, 18 XP, donc on est bien ici au niveau 3. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc, tous les niveaux impairs, nous gagnons une compétence. Tous les niveaux, nous gagnons des points de vie. Tous les niveaux marqués de vert dans ce tableau nous fait gagner un dé de combat. Et tous les niveaux marqués de violet, nous faut augmenter notre CN max de 1. Enfin, au niveau 6 et au niveau 10, on débloquera une nouvelle carte de défense, toujours un peu plus puissante. Ben, si on arrive jusqu'au niveau 6 dans cette expli partie, nous verrons ça ensemble. Eh bien, je vous propose d'aller faire notre montée de niveau. Donc moi, j'aime bien commencer par mes points de vie, comme ça, c'est fait. Donc ici, on passe niveau 3, donc on gagne un point de vie max. Et je vous rappelle, quand vous montez de niveau, vous remettez vos points de vie actuels également à leur maximum. Enfin, on va passer à la chose la plus intéressante, c'est-à-dire la compétence. Donc, comment ça se passe pour les compétences? Eh bien, vous devez d'abord piocher une carte parmi vos compétences de classe. Donc ici, Neon Gunner. Vous pouvez toujours choisir une classe de compétences que vous avez atteint. Pour le moment, on n'a accès qu'aux compétences initiation. Hein. Nous sommes de niveau 1. Mais on peut également choisir des compétences inférieures si on était plus haut niveau. On pourrait choisir de redescendre de catégorie de compétences. Mais on verra ça plus tard si on passe niveau 5. Je vous expliquerai. Si on passe niveau 6, pardon, je vous expliquerai comment ça se passe. Donc ici, on a de toute façon accès aux capacités initiation. Donc je vais devoir piocher au hasard une carte ici parmi les 4 qui me restent en initiation. Ensuite, j'ai un choix. Est-ce que je vais piocher dans les cartes du Pixel Ghost ou est-ce que je vais piocher dans les cartes du Codebreaker? Ça, c'est à votre choix. Donc je vais décider ici peut-être de me multiclasser d'abord avec le Pixel Ghost. Nous allons voir. Donc je mélange chaque paquet. Je tire une compétence de chaque paquet et je les regarde. Donc, on a devant nous le ricochet balistique, compétence du Neon Geller. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est une carte de combat, donc encore de l'attaque. Donc, je place un dé impair et j'inflige sa valeur en dégâts à tous les ennemis présents. Capacité où on ne peut mettre qu'un dé dessus, donc on n'active qu'une fois par combat. Par contre, ce qui est intéressant avec cette compétence, c'est que si on affronte plusieurs ennemis, ben, les dégâts qu'on met sont affectés à chacun d'eux. Et elle coûte 1 en charge neuronale. Deuxième compétence, c'est une compétence du Pixel Ghost. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On peut placer un dé 4+, donc 4, 5 ou 6, et là on inflige 4 points de dégâts à un seul ennemi. Si on a placé un 6, nos dés projetés infligent 2 points de dégâts au lieu d'un jusqu'à la fin du tour. Voilà une nouvelle capacité qui nous permet d'un peu upgrader nos dés projetés.
On a pu mettre un si sur cette compétence et qu'on projette des dés pendant le même tour. Chaque dé projeté fera 2 dégâts au lieu d'un. Bah, choix cornélien, ces deux compétences. La différence ici, c'est que celle-ci coûte 2 en charge neuronale pour pouvoir être activée. En particularité pour les compétences aussi, quand vous montez de niveau, au moment donné où vous faites l'acquisition de la compétence, vous pouvez décider de l'activer ou pas. Soit vous la gardez en main ou vous la mettez face cachée sur votre board et elle n'est pas active parce que vous n'avez peut-être pas la charge neuronale suffisante. Soit vous l'activez tout de suite et elle est tout de suite disponible pour vous. Eh bien, ici, que vais-je prendre? Excellente question. Je pense que tactiquement, je vais peut-être prendre celle-ci. Ici, regardez, je peux placer des dés de 1 à 4. Ici, je peux aller jusqu'à 4, 5 ou 6. C'est-à-dire que tous mes dés sont utiles sur mes compétences. Si je prends ici le ricochet, lui n'utilise que les dés impairs. Ça voudrait dire, par exemple, que le 6, je ne pourrais l'affecter à aucune compétence. Donc, je choisis, par exemple, ici, de prendre le combo brutal. Donc, je me multiclasse en Neon Gunner et petite compétence de Pixel Ghost. Ça fait jamais de tort. Donc, que fait-on de la compétence qu'on n'a pas choisie? Simplement, on la remet dans son paquet d'origine, qu'on remélange. Moi, je décide évidemment d'activer la compétence combo brutal tout de suite. Je n'ai aucun intérêt de ne pas le faire. Par contre, je n'oublie pas évidemment d'augmenter ma charge neuronale ici de 2. On augmente ici à 2. Nous voilà bien à 3 en charge neuronale. On a encore un peu de marge ici, hein, parce que le Neon Gunner a une charge neuronale maximale de 10 pour l'instant. Donc tout va bien pour nous. Donc voilà, notre niveau 3 est fait. On est passé, donc nos points de vie ont augmenté. On a notre deuxième compétence. Je pense que nous sommes prêts pour poursuivre notre exploration. Vous voyez que monter de niveau n'est vraiment pas très compliqué. Je vais peut-être également, tant qu'on parle de montée de niveau, vous montrer la carte d'aide ici. On parle des différents niveaux de compétences. Donc on voit très bien que lorsqu'on est de niveau 1 à 5, on a accès aux compétences initiation. De niveau 6 à 10, on peut aller jusqu'aux compétences ascension. Niveau 11 à 15, les maîtrises. Et les transcendances du niveau 16 à 20. Donc vous voyez, tant qu'on n'aura pas passé le niveau 5, de toute façon, on ne pourra piocher que dans les cartes initiation. Si on monte plus haut niveau, je vous montrerai l'option qu'il y a, c'est-à-dire qu'on peut piocher soit les cartes du niveau maximal qu'on a atteint, soit dans des niveaux inférieurs. Voilà, et bien on va retourner sur notre map. Nous étions là tout à fait à l'ouest. Nous venons de nettoyer tout ce secteur. Que nous reste-t-il à faire? J'avais dit qu'on allait peut-être faire un petit achat d'e-drop, que je trouvais que la casquette pouvait être intéressante. Eh bien, on va se déplacer jusque-là. Ici, toutes les cases ont été visitées. Donc, je peux m'y déplacer tant que je ne passe pas sur une case bordée de rouge. Il ne m'arrive rien. Je n'oublie pas évidemment de marquer le terminal. Donc, le terminal, comme les cases dépôt, une fois qu'on a décidé de les hacker, que le hacking soit une réussite ou pas, on doit le marquer d'une pastille. On n'a pas le droit de faire une deuxième tentative sur un terminal. Donc, allons-y. On va aller vers les drops et on va en profiter pour voir comment fonctionnent ces fameuses cases sécurisées. Dès que vous mettez le pied sur une case sécurisée, et évidemment, tant que la caméra est active, elle a une chance de vous détecter. Donc dès que vous posez un pied sur cette case, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez un D6. Excusez-moi. Et on va voir si la caméra vous détecte. Si vous faites 1 ou 2, vous passez inaperçu, la caméra ne vous détecte pas. 3 ou 4, vous attirez un drone. Et 5 ou 6, vous en attirez 2. On va voir ici ce... Oh là, j'ai complètement loupé. Donc c'est un 5, c'est pas une très bonne nouvelle car je suis détecté directement ici par 2 drones. Bon, je n'ai aucune chance de m'enfouir, hein, je dois absolument les affronter donc, directement. Comment génère-t-on l'arrivée de ces drones lorsqu'on se déplace comme ça sur des zones sécurisées? Et de nouveau, tout ça, on le retrouve sur une carte d'aide ici. Carte d'aide, carte sécurité. Vous voyez, c'est bien expliqué là tout en haut.
Ça, c'est ce que je viens vous de dire pour faire apparaître les drones. J'ai fait un 5, donc 2 drones apparaissent. Et en dessous, vous avez comment on génère ces drones. De nouveau, ça se passe par niveau. Nous sommes ici au niveau 1, donc je vais chaque fois lancer 2d6. Donc je vais le faire 2 fois ici, parce qu'on a 2 drones. Donc de 2 à 9, j'aurai un drone de type Neonwing. Et de 10 à 12, j'aurai un drone de type Pulse Hunter. Donc on va voir quel type de drone nous tombe dessus. On prend 2D. Alors, premier type, je lance un 6. Donc on a dit de 2 à 9, ce sont des Neonwing. Donc le premier drone sera un Neonwing. Le deuxième drone sera un 8, ce sera également un Neonwing. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, car les Pulse Hunters sont quand même beaucoup plus puissants que les Neonwing. Et bien justement, je vous ai fait un petit zoom ici sur les types de drones. Donc il y a 3 types de drones, on va dire entre guillemets classiques, donc ceux que vous rencontrez dans tous les niveaux. Les drones les plus faibles, donc ce sont les Neonwing. On peut voir sur leur petite carte ici, ils ont 8 points de vie, ils utilisent un dé de combat, ils rapportent un point d'expérience, et enfin leur capacité extrêmement simple, ils lancent simplement un dé, et ça vous inflige la valeur du dé en dégâts. On ne peut pas faire plus facile comme drone. Nous avons comme deuxième type de drone donc les Pulse Hunter. Eux rapportent 3 points d'expérience, mais vous voyez tout de suite qu'ils ont 22 points de vie. Ils utilisent 2 dés de combat. Et enfin, ils ont 2 compétences. Si on place un dé pair, il inflige la valeur en dégâts. Et si on place un dé impair, il récupère sa valeur en points de vie. Vous voyez que ces drones sont beaucoup plus tanking. Et pour les abattre, il faut beaucoup plus de temps parce que quasiment à chaque tour, il y a quand même beaucoup de chances de faire des impairs et ils se régénèrent tout en vous mettant des dégâts. Donc, ces Pulse Centers sont assez complexes, surtout quand on est bas niveau. Et alors, les Spectres VX sont encore évidemment un peu plus ennuyeux. Eux rapportent 6 points d'expérience, ont 20 points de vie. Et ils utilisent 3 dés de combat. Donc là, sur un dé de valeur 3, elle vous inflige intoxication 3. Donc on a vu ce que faisaient les intoxications, donc très très pénalisant. Un dé pair, ça inflige les dégâts de la valeur du dé plus 1. Et un dé impair, il vous supprime un dé de combat pour le prochain tour. Donc vous voyez que ces drones, quand ils sont ensemble, peuvent être très très embêtants. Et on verra plus tard qu'ils peuvent en plus être combinés avec des ennemis. Donc vous voyez que ces petites créatures, isolées, ne sont pas extrêmement dangereuses, mais en groupe, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. On retient 8 points de vie et on lance simplement un dé, il m'inflige la valeur en dégâts. On est parti donc pour le combat contre ces 2 Neonwing. Bon, écoutez, par facilité, on va tenir leur point de vie ici, comme ça. On va leur mettre 8 points de vie chacun. Alors je vais un petit peu augmenter les zooms pour que vous ayez une meilleure vue sur les différentes cartes et sur la beauté des artworks. Allons-y, donc on commence notre combat évidemment par notre défense. Défense la plus faible, hein, donc nous aurons 4 boucliers. On va les noter tout de suite. Voilà. Et enfin, on va passer à l'attaque. On prend nos 3 dés. Et on y va. Donc 6, 4 et 3. On va tout de suite pouvoir utiliser notre combo brutal. Et nos 2 autres dés vont pouvoir être aussi tout à fait utilisés sur notre coup double. Malheureusement, on ne parviendra pas à se débarrasser de ces 2 drones d'un coup. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Eh bien, ce que je vais faire, on va essayer de faire le maximum de dégâts. Donc, cette nouvelle compétence, je vous l'explique tout de suite. Donc là, je vais infliger 4 points de dégâts, ici avec mon coup brutal, parce que je place un 4, un 5 ou un 6, ça inflige 4 points de dégâts. On va prendre celui-là. C'est les deux mêmes, donc ça n'a pas d'importance. Maintenant, je pourrais, comme j'ai mis un 6, projeter mes dés pour 2 points de dégâts chacun. Donc, ça veut dire que chaque dé ici pourrait faire 2 points de dégâts. 2 plus 2, ça pourrait faire 4. Ça mettrait fin à la vie de ce drone. Étant donné que j'ai une deuxième compétence, je peux faire mieux que ça. Puisque je peux mettre ici un 4 sur mon coup double, qui va mettre fin à la vie de cette créature. Et ensuite, il me reste un 3. Donc je peux déjà tout à fait entamer celui-ci et le laisser à 5 points de vie.
Donc là, j'ai fait un très bon jet. Et je vais simplement en plus récupérer tous mes dés. Je n'ai utilisé aucune capacité bloquante. Donc, aucun problème. Je peux tout récupérer pour le tour prochain. Donc, un des deux drones est détruit. Donc, quand vous attaquez comme ça face à des cibles multiples, c'est vous qui choisissez comment vous attribuez les dégâts à quelle cible. Donc, attaque par attaque, vous pouvez dispatcher vos attaques comme vous le désirez entre les cibles. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est une seule attaque de 4, par exemple, mettre 2 points de dégâts sur chaque ennemi. Ça, ce n'est pas possible. Donc vient le tour du drone survivant. Écoutez, je vais lancer le dé ici. Hein. On sait bien qu'il lance un seul dé et il m'inflige sa valeur en dégâts. Donc ça va être très vite fait. Il m'inflige 4 points de dégâts. Eh ben, c'est d'abord mes boucliers, évidemment, ils vont prendre. Ça tombe bien, j'en avais pile 4. Ce drone ne m'inflige pour l'instant aucun dégât à mes points de vie en tout cas. Et donc revient déjà mon tour. Donc là, je dois lui infliger 5 points de dégâts. Je pense que normalement, à part un jet catastrophique, ça ne devrait pas me poser un problème. Voilà. Simplement, 4 ici et un dé projeté. Ça lui fait ses 5 points. Le drone est détruit. Donc vous voyez ici, on a un combat multiple. Donc chaque drone ici, on sait qu'il nous rapporte un point d'expérience. Ici, on en gagne 2. Donc c'est important dans les combats comme ça multiples. Les récompenses, vous ne les gagnez que quand tous vos ennemis sont détruits. Donc, il n'est pas question de monter de niveau, par exemple, en plein milieu d'un combat, parce que la destruction d'un de vos ennemis vous aurait permis de gagner suffisamment de points d'expérience pour monter. Donc non, on termine le combat en entier, on détruit tous les ennemis présents, et seulement après, on récupère nos récompenses. De toute façon, ici, les drones ne rapportent jamais d'argent. Donc ici, on gagne nos 2 points d'expérience. Donc, on va indiquer ici que cette case est activée une fois. On va pouvoir repasser dessus, la sécurité ne va pas de nouveau s'activer. Moi, pour faire ça, simplement, je mets une petite pastille ici entre les deux zones pour indiquer que la caméra ici a déjà été activée et que la sécurité ne s'activera plus lors d'un prochain passage. Je ferai de même, même si aucun drone ne m'avait détecté, j'aurais mis de même façon la pastille. Hors de question de faire du va-et-vient sur une case pour essayer de faire venir des drones et pourquoi pas gagner des points d'expérience qu'on aurait besoin pour monter de niveau. Ça, évidemment que non. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Notre but était d'aller jusque Lady Drop, qui malheureusement maintenant est sous surveillance. Donc, on va refaire la procédure ici, c'est-à-dire que je me déplace sur cette Lady Drop et lancer un D6 pour voir si je suis détecté. Et cette fois, je fais un 1, donc on se rappelle 1 ou 2, on n'est pas détecté. On n'est pas détecté, mais ça ne nous empêche pas de mettre la pastille. Donc là, on pourra repasser librement sur ces cases sans activer à nouveau cette caméra. Je suis venu sur le D-Drop pour une seule chose, c'est-à-dire acheter cette casquette Faraday. On la regarde de plus près. Donc, je place un 2 dessus, liseré de rouge, donc c'est-à-dire que le dé va rester un certain temps dessus. Et face aux adversaires de type robotique, numérique et hyper câblé, je gagnerai plus de boucliers au début de chacun de mes tours. Et je peux récupérer le dé à la fin de mon tour. Il est bien mis, je peux. C'est-à-dire que pour tout le combat, si je veux, je peux l'y laisser. Et à chaque tour, début de tour, gagner 2 boucliers si je combats un adversaire du bon type. Quand je vous parle des types d'adversaires, tout ce qui est drone est considéré comme robotique. C'est pour ça que j'achète cette casquette. Je sais que j'ai beaucoup de chances de tomber encore sur des drones. Donc je me dis que c'est un investissement à long terme sur mon run. Donc je vais faire l'acquisition de cette casquette. Pour ça, je dois payer 36 néo-dollars, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Ici, on va se les enlever. Donc il nous reste 12 néo-dollars. Par contre, eh bien, cette casquette, hop, va rejoindre notre équipement. Voilà qui est fait. Et je vous rappelle aussi que dans les edit drops, on ne recharge pas. Hein. Donc ça, c'est tout ce que j'ai ici pour cet edit drop. La question de remettre des cartes. Hein. La seule chose que je pourrais faire, c'est vendre des cartes. Et quand on les vend, elles ne retournent pas dans les edit drops, mais elles retournent bien dans leur deck d'origine. Alors, ce qu'on n'oublie pas de faire non plus, on regarde combien coûte cette carte objet. Elle coûte
1 en charge neuronale. Évidemment, il faut ici que j'aille augmenter ma charge neuronale de 1. Alors, la différence pour activer un objet par rapport à activer une compétence. Donc, comme on l'a vu, les compétences, pour pouvoir les activer, ben, c'est au moment où on monte de niveau. Pour aussi en activer à d'autres moments, je vous expliquerai ça plus tard, c'est sur des cases spécifiques, ou c'est lorsqu'on change de niveau. Donc les compétences sont plus compliquées à activer que les objets. Les objets, c'est totalement libre. À tout moment, je peux activer ou désactiver un objet pour faire descendre ma charge neuronale, par exemple, si j'en avais besoin. Donc la casquette, par exemple, je pourrais décider là pour l'instant de ne pas l'activer, et lors d'un combat, par exemple, face à un robotique, de l'activer. Les objets, c'est extrêmement libre. Ici, ben, je n'ai aucune raison de ne pas le faire, j'ai de la marge au niveau de ma charge neuronale, donc je vais mettre la casquette sur ma tête, et on va continuer notre exploration et la découverte des règles. On retourne sur la map. Donc qu'est-ce qui me reste ici? Ben, il me reste plus qu'un seul passage vers l'exit. Enfin, je suis obligé de passer par ce carrefour, qui est de nouveau sécurisé. J'ai cette case événement qui, pour l'instant, ne m'intéresse pas trop. Je ne veux pas trop prendre de risques, hein. J'ai encore des ennemis à affronter. Donc, cette case événement, j'irai peut-être en fin de run si je suis en pleine forme. Et en même temps, ça me permettra de vous l'expliquer. Mais ici, bah, je vais me diriger pour l'instant vers ce terminal. Et il est sous une zone sécurisée. Caméra tente de me repérer. Donc, évidemment, lance mon dé. En 2, je suis extrêmement discret. Le Neon Gunner, je ne sais pas où il a été formé, mais en tout cas, l'école des ninjas, il passe inaperçu et donc peut continuer. Donc le terminal, je peux ou pas tenter de le hacker. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que je ne trouve pas d'intérêt pour l'instant d'essayer. S'il manque peut-être des points d'expérience tantôt ou quoi, je pourrais tenter. Mais ici, je ne vois pas trop d'intérêt pour l'instant de hacker ce terminal et de prendre un risque peut-être de prendre des dégâts. Donc je vais d'abord aller sur la case sécurisée suivante. Je lance un nouveau dé de sécurité. C'est un 1. Donc ça, c'est un double tranchant en fait, puisque vous êtes discret, vous n'activez pas de drone. Par contre, ça veut dire que vous ne faites pas de combat non plus. Vous ne faites pas de combat, vous gagnez évidemment beaucoup moins de points d'expérience. Vous allez voir que vous êtes content d'en gagner parfois pour pouvoir atteindre des niveaux supérieurs. Donc me voilà à proximité d'un ennemi et d'une case événement. Alors, par sécurité, je vais d'abord évidemment identifier mon adversaire. Là aussi, je vous ai fait un petit zoom un peu plus proche. Donc là, vous connaissez la procédure. On lance simplement 2 dés, on regarde la table du niveau dans lequel on se trouve et on applique. Ah là 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 là, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc c'est un 11. Donc c'est un flic corrompu. Euh, C'est un ennemi de niveau 4. Je pense pour l'instant, je suis peut-être un peu court pour affronter ce type d'ennemi. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme solution? On va retourner voir sur la carte. C'est un passage obligé pour moi. Donc, soit j'accepte le résultat, je place le flic corrompu sur la carte, mais par expérience, je sais que j'aurai énormément de difficultés à l'affronter. Donc, je pourrais quand même éventuellement le mettre et peut-être compter sur le terminal pour essayer de déplacer cet ennemi. On a vu que une des combinaisons sur le terminal était de déplacer un ennemi. Mais bon, c'est assez risqué parce qu'il n'y a qu'une combinaison sur toutes les possibilités qui permet de faire ça. Donc c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, ça me donne comment je vais dire, l'opportunité de vous expliquer à quoi servent les pulsations. On va en profiter. Donc, on se souvient ici, quand on a choisi notre niveau de difficulté, qu'on a droit à un certain nombre de pulsations. Les pulsations, elles peuvent nous servir à plusieurs choses, et notamment à modifier la valeur des dés, ou ça peut nous permettre également de carrément mettre un dé sur une face de notre choix. Ça nous permet également de regagner des points de vie. Peut-être qu'on va aller jeter un petit coup d'œil dans le livre de règles. Retrouver ces pulsations. Ça, c'est le speed médic. Où se trouve-t-elle? Hops.
Les voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec une pulsation. Pour une pulsation, on peut relancer tous les dés, quel que soit le lancer. Donc ici, j'ai lancé 2d6, je peux décider si je veux de relancer mon jet. Et j'accepterai évidemment le résultat suivant. Ça peut être n'importe quel jet. Ça peut être en combat, en ouvrant une porte, en générant un ennemi, en générant un drone, ben bref, tous les jets de dés. Deuxième option, pour une pulsation, je peux positionner un dé sur la face de mon choix. Donc par exemple ici, j'ai lancé mes 2d6, ben, je peux choisir de prendre un de dés 2D et le mettre sur la face de mon choix, peut-être même pour choisir l'ennemi que je veux rencontrer. Enfin, dernière possibilité, mais là ça coûte 2 pulsations. En fait, ça c'est pour retrouver des forces intérieures insoupçonnées et pour récupérer un certain nombre de points de vie qui sera équivalent à la hauteur de votre contrat Speed Medic. Donc ça, les contrats Speed Medic, je les expliquerai tout à l'heure si on arrive jusqu'à la case Speed Medic. Eh bien ici, je pense que je vais vous illustrer à quoi servent les pulsations en utilisant une pulsation pour positionner un dé sur la face de mon choix. Je vais retourner ici sur la table. Et quel ennemi ai-je envie de rencontrer? Eh bien, je dirais pourquoi pas euh, un ferrailleur aliéné. Je pense qu'on n'a pas encore vu cet ennemi. C'est un ennemi de niveau 2. Ça me permettra comme ça de vous expliquer encore d'autres choses dans le combat. Donc je choisis, il me faut par exemple un 9, on va dire. Donc je choisis de positionner ce dé sur 3. Et donc, le monstre qui est là-bas, l'ennemi, pardon, ce sera un ferrailleur. Comme ça, vous avez eu l'explication de à quoi servent vos pulsations. Donc, vos pulsations, très 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 précieuses, donc il faut vraiment les utiliser à bon escient, hein. Par exemple, moi je ne les utilise jamais pour relancer ça sur voir ce qu'il y a dans un dépôt ou des choses comme ça. J'utilise vraiment ici, c'est vraiment parce que c'était bloquant. Un flic ici m'empêche carrément de finir mon run, de continuer mon run. Donc je choisis à la place de mettre ce magnifique ferrailleur aliéné. Et ce qu'on va faire, bah, je pense que on va aller le combattre directement. Ce qu'on n'oublie pas, évidemment, c'est de consommer notre pulsation. C'est trop beau de pouvoir la garder, et c'est extrêmement compliqué d'en récupérer. Et il n'y a qu'une seule possibilité, je pense que ce sont sur les dépôts du niveau 3 des lieux. Eh bien, allons jeter un petit coup d'œil et allons voir la tête de ce ferrailleur. On va aller chercher sa carte. Regardez, il est bien basé, hein. Il a de la testostérone là-dedans, il y a du stéroïde, il y a tout ce qu'on veut. Donc, ferrailleur aliéné, il est bien du marché noir. On ira voir son type tout à l'heure. Il est immunisé à l'affaiblissement. Pas très grave pour moi, puisque pour l'instant, je n'ai rien qui occasionne des affaiblissements. Par contre, vous voyez déjà niveau 2, 33 points de vie. On se rappelle que notre junkie tout à l'heure, enfin ceux que l'on a affrontés dans les vidéos précédentes, n'en avait que 17. Ensuite, il combat avec 2 dés. Notre junkie, lui, de niveau 1, combattait qu'avec un seul dé. Donc, attention, ça, c'est pas une règle. Hein, donc, c'est pas parce qu'il est niveau 2 qu'il a 2 dés. Hein, vous verrez que certains niveaux 3 ou 4 dés, certains niveaux 2 ou 3 dés. Donc ça n'a pas d'importance. Mais forcément, plus ils montent de niveau, souvent, plus ils ont 2 dés pour combattre. Et enfin, lui, différence avec notre junkie, c'est qu'il a plusieurs capacités de combat. Et on va voir comment il les active quand son tour va arriver. Mais bon, avant qu'il ne puisse s'activer, on va quand même essayer de lui mettre une petite mandale ou deux pour le calmer, parce que vous voyez qu'il va aller très vite. Il va falloir beaucoup plus de temps pour le tomber. Et donc ça veut dire que potentiellement, il va nous faire plus de dégâts. On va ouvrir les hostilités. Et hop, comme vous savez, on va lancer notre dé. Voilà, ce sera un bouclier médium. Donc 5 points de bouclier. Je vais me les mettre tout de suite. Et ce que je vous propose de faire aussi, c'est d'aller voir quel est le type de monstre qu'on a à faire. Pourquoi? Juste pour voir si on ne pourrait pas éventuellement activer notre casquette. S'il est de type robotique, numérique ou hyper câblé, notre casquette pourrait nous être utile. Où est-ce qu'on va voir quel est le type d'ennemi? Eh bien, dans les fiches d'aide, on prend celle-ci et on voit ici, en bas à gauche, que notre ami est un hyper câblé. Un hyper câblé, ça tombe bien, notre casquette Faraday pourrait nous être utile. Donc, on a mis nos boucliers, eh bien, on passe
à l'offensive directement. C'est parti. Donc vous voyez que notre casquette, pour l'instant, avec ce jet, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas grave, puisqu'on va pouvoir utiliser ces dés ici offensivement. Et je trouve pas trop utile d'utiliser mon œil de sniper qui me permettrait de diminuer de 2, par exemple, ce dé pour le mettre sur ma casquette. Mais là, pour l'instant, j'ai 4 boucliers, donc c'est pas très grave. Et je préfère donner tout à l'offensive, car avec ses 33 points de vie, dès que j'ai l'occasion de lui mettre beaucoup de dégâts, je le fais. Je fais 3 attaques, et chacune de ces attaques fait 4 points. Ici, 4, 4. Ici, c'est toujours 4. Par contre, là, je n'aurais pas eu l'effet qui se coule, parce que je n'ai pas placé de 6, donc je vais mettre 4 plus 4 plus 4, 12 points de dégâts. Notre ferrailleur, et en plus, je récupère tous mes dés. Là, le ferrailleur voit que je ne suis pas là pour rire. Je lui mets un 12 points de dégâts. Il tombe à 21 points de vie. Certainement un peu énervé, il va s'activer, donc il lance ses 2 dés. 5 et 6. Il va en effet bien s'énerver. Comment fonctionne un ennemi qui a plusieurs dés? Il utilise toujours ses capacités du haut vers le bas. Il va toujours essayer d'activer les capacités dans l'ordre. Ici, on va faire un petit zoom sur lui. Sa première capacité peut placer le dé qu'il veut. Placer un dé inflige sa valeur en dégâts uniquement à mon bouclier. Une fois que mon bouclier est à 0, le déplacer m'infligera la moitié de sa valeur arrondie au supérieur en dégâts. Donc d'abord, il fait un désossage furieux. Il veut absolument m'enlever mes boucliers. Ensuite, son attaque démente. Là, il place un dé impair. Alors 1-1, il s'infligera lui-même. Il se fera perdre 1 point de vie. Moi, il m'infligera 2 dégâts. Sur un 3, il se fera perdre 2 points de vie. Il m'en infligera 4. Et enfin, sur un 5, il se fera perdre 3 points de vie pour m'infliger 6 points de dégâts. Donc ici, on voit très bien qu'il a besoin d'un impair pour activer sa compétence. Et là, il peut placer n'importe quel dé. Donc, un ennemi est intelligent, donc il va utiliser ses dés au mieux. Donc ici, il va placer son dé de valeur 6 et me détruire entièrement mes boucliers, puisque je n'en avais que 5. Et enfin, il va ici placer son 5. Et qu'est-ce qu'il fait? Sur un 5, il s'inflige d'abord à lui 3 points de vie de moins. 1, 2, 3. Ah, par contre, moi, il m'en met 6 directement. Vous voyez que là, ces 2 dés m'ont déjà fait extrêmement mal. Mon tour revient. Il va falloir que j'aille très vite pour en finir avec lui, parce que, vu les dégâts qu'il met, je ne vais pas tenir très longtemps si je commence à faire un combat de longue haleine. Alors là, c'est encore très 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 bien pour moi, puisque je peux lui mettre, comme tout à l'heure, 12 points. Ce que je fais, hein. Vous voyez, cette compétence, j'ai bien fait de la prendre. C'est plusieurs fois que je fais des 6. Si j'avais pris l'autre compétence sur les dés impairs, ça m'aurait été beaucoup moins utile. Donc je lui remets à nouveau 12 points de dégâts. Ici, je vais aller vite dans les dégâts, donc je ne vais pas de nouveau charger mon bouclier pour l'instant. Donc ici, à fond dans les dégâts, on lui remet 12 points. Il lui reste 6 points de vie. Revient à son tour. Là, j'ai plus de bouclier, donc même sa première compétence ici va m'occasionner de dégâts. Donc il a fait que des pairs, donc en plus, il ne va pas pouvoir activer sa deuxième compétence. Par contre, il va activer au maximum sa première. Vous voyez, il a le choix ici entre un 6 ou un 2. Bien évidemment, il va mettre le 6. Et la compétence me dit qu'une fois que vos boucliers sont à 0, le déplacer vous inflige la moitié de sa valeur en dégâts. Donc il va m'infliger 3 points. Et je vous rappelle, comme nous, les ennemis, s'il leur reste des dés qu'ils ne peuvent pas utiliser sur les compétences, eh ben, ils nous les projettent dans la tronche pour nous faire 1 point de dégâts. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à 12, on n'est pas loin déjà de la moitié de nos vies. Heureusement, lui, on l'a très 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 méchamment entamé aussi. Et avec un peu de chance, on va pouvoir le finir tout de suite. Voilà. C'est ce qu'on va faire avec 3 plus 3, 6, plus 4 ici. 10 points de dégâts. Il n'a plus tout ça en réserve. Donc il va mourir.
atomisé sous les coups de fusil de notre Neon Gunner. Il perd 10 points de vie, il n'y en restait que 6. Il s'écroule, libérant ainsi le passage vers la case Exit. On va évidemment pas oublier de gagner nos récompenses. Donc 8 points d'expérience. Donc voilà, à 28. Et enfin, c'est un ennemi de niveau 2. On lance 2d6. Et ça, ah bah il est bien pauvre. Hein. Il n'a que 2 néodollars. Donc le nombre de dés qu'on lance ici pour les néodollars, c'est bien le niveau de l'ennemi, pas son nombre de dés. Nous voilà à 28 points de vie. Le ferrailleur aliéné a été vaincu. Mais il nous a bien entamé. Il nous reste 12 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, pardon. On va faire une petite vérification ici. On a 28 points d'expérience. Donc, jetez toujours un petit coup d'œil pour voir si vous ne montez pas de niveau. Hein. Donc, ici, 28 points d'expérience. On check ici. Ah, pas de chance. Il nous en fallait 30. Donc, il nous manque 2 petits points pour pouvoir atteindre le niveau suivant et gagner ici un précieux dé de combat complémentaire. On retourne sur la map. Lui, il est vaincu. Et on ne va pas se gêner de le noter. Là, me voilà de nouveau en embranchement. Soit je descends vers le sud en prenant un risque ici. Il ne serait peut-être pas justifié pour l'instant. Éventuellement affronter un nouvel ennemi là-bas qui me bloque. Une cave safety qu'on n'a pas encore vue. Soit je vais tout droit sur des cases qui sont pour elle libres. Ici, je peux sans problème aller jusqu'au speed medic que je pourrais décider d'utiliser. Donc, pourquoi pas pour récupérer quelques points de vie, mais avant de le faire, rappelons ici que nous avons ouvert la porte grâce au terminal ici que nous avons hacké. Pourquoi, avant de se soigner, ne pas aller voir quel est le dernier ennemi qui nous bloque la sortie? Eh bien, on va y aller tout de suite. Vous voyez, ça c'est le genre de cas où on n'est pas obligé d'utiliser en passant dessus directement. Par contre, les cases ici événements, si vous passez dessus, vous n'avez pas le choix. Elles se déclenchent. C'est comme les ennemis. Si vous passez dessus, vous n'avez pas le choix. Le combat se déclenche. Ici, voyons qui est là. J'espère ne pas devoir encore utiliser une pulsation pour éviter un combat compliqué. C'est un 8. Eh bien, c'est le copain ou le frère, je n'en sais rien. De nouveau, un ferrailleur aliéné. C'est pas mal du tout, mais vous voyez qu'il peut enlever beaucoup de points de vie. Donc là, j'ai un choix cornélien. Déjà, on va aller placer sa figurine. Est-ce que pour assurer, j'utilise le speed medic et je le combats? Ou est-ce que je préfère prendre un risque, le combattre simplement avec mes 12 points de vie, espérer le vaincre, et monter de niveau, et ainsi récupérer, parce que là, forcément, il ne me manque que 2 points sûr de monter de niveau en le battant. Et ce serait prendre un risque peut-être inutile. Voilà, ça c'est tout au choix du joueur, c'est tout le piment du jeu, c'est tout ce qui fait qu'on prend des risques. On ne prend pas de risques. Ici, pour l'expli partie, évidemment, je ne vais pas prendre de risques. Hein. On n'est pas là faire une partie de fou, on est là pour expliquer les règles, donc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionne un speed medic. Hop, le speed medic, il est lié à quoi? Il est lié à votre contrat ici. Ici, sur Tabletop, ils sont cachés, mais ici, vous avez votre contrat speed medic, qui au départ est au contrat bronze. Un contrat bronze, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de vous soigner de 1d6 plus 4 points de vie. Donc ici, si je décide d'utiliser le speed medic contrat bronze, je lance un d6, j'ajoute 4, c'est les points de vie. Donc je me soigne. Et évidemment, le speed medic, on ne peut l'utiliser qu'une fois. Une fois utilisé, même principe qu'un dépôt, nous mettrons dessus un jeton, il sera utilisé. Quand je suis sur un speed medic, je peux aussi d'abord décider d'améliorer mon contrat. Ça me coûte 30 néodollars. Et là, je passe au contrat argent. Et là, quand on a un contrat argent, chaque fois qu'on utilise un speed medic, et ce, pas que sur ce niveau, mais pour tous les niveaux ici du marché noir, le soin de speed medic s'élèveront donc à 2d6 plus 4. Et si à nouveau je paye 30
néo-dollars supplémentaires pour m'offrir un contrat gold, et bien là, les soins seront de 3d6 plus 4. Si j'ai les moyens, si j'ai 60 néo-dollars tout de suite, je peux tout de suite passer au contrat gold. Mais ici, on a vu que ma bourse, si on dézoome un peu, n'est qu'à 14. Donc, de toute façon, je ne peux pas augmenter pour l'instant mon speed médic. Je vais simplement me soigner, basiquement, de 1d6 plus 4. Et avec un peu de chance, ça suffira pour pouvoir ici affronter ce ferrailleur qui me bloque la sortie. 3 plus 4, 7. Donc je regagne 7 points de vie, en repassant à 19. Donc presque à mon maximum. Alors, est-ce que je l'affronte tout de suite? Est-ce que je décide d'aller d'abord voir qui se cache là-bas? Pour ce faire, malheureusement, je devrais passer sur cette case événement. Je pense qu'on va tout de suite aller l'affronter d'abord. Ça nous permettra de monter niveau 4, d'avoir un dé complémentaire pour peut-être encore poursuivre notre exploration ici dans ce niveau, avant de descendre au niveau suivant. Voilà, je pense qu'ici, pour cette nouvelle vidéo, on va s'arrêter là. On a encore vu pas mal de choses. On a vu donc, les casses sécurisées, comment fonctionnent les combats contre les drones. On a pu également voir les achats dans un edit drop. Également, on a pu voir comment fonctionne un speed medic, les différents types de contrats. On a bien expliqué les montées de niveau. C'est déjà pas mal pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite.